Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette troisième soirée interdisciplinaire d'ostéonates qui a commencé il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est la troisième sur un thème qui visiblement intéresse pas mal de monde, puisque c'est la première fois qu'on a autant de participants. Merci à tous. Donc cette soirée a été mise en place parce que dans le cadre, l'ostéonate, pour vous rappeler rapidement, c'est la structure de formation en ostéopathie périnatale et pédiatrique qui fait de l'enseignement essentiellement auprès des ostéopathes diplômés et puis exceptionnellement là, cette année aussi sur l'ensemble des professionnels de santé sur une formation en psychologie périnatale. Et donc au cours de cette soirée, nous allons avoir 3 interventions. C'est un peu chargé, c'est pour ça que je vous ai un petit peu bousculé. Je suis désolé pour ceux qui n'avaient pas fini de dîner. Vous aurez une première intervention un petit peu ciblée sur les incidences de la dépression postnatale sur la prise en charge ostéopathique. Ça, c'est un petit peu plus pour le public ostéopathe, quoique. Donc, Marie-Camille Jeunet, qui est psychologue clinicienne, qui est la psychologue d'ostéonate, donc qui participe aux formations auprès des ostéopathes, qui est également enseignante-chercheuse et qui est très spécialisée dans ce domaine. Et puis, enfin, nous accueillerons le professeur Bernard Gosse, que la plupart d'entre vous connaissent, en tout cas tous ceux qui travaillent dans le secteur psychologique ou psychiatrique, qui est ancien chef de service des hôpitaux de Paris et qui aujourd'hui est professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et qui viendra nous apporter une touche peut-être un peu plus poétique, et surtout extrêmement élargie sur ce problème, et qui finalement va finir par intéresser toute la santé familiale en général. Donc je vous propose qu'on démarre, et j'ai eu l'occasion, en préparant cette intervention, de tomber sur une thèse de médecine qui a été faite en 2015, donc dans le nord de la France, et qui traite exactement de ce sujet, en fin de compte, comme vous pouvez le voir sur le titre, qui nous donne quelques éclairages sur justement la perception que peuvent avoir des non-psychologues ou non-psychiatres de cette pathologie. Et je verrai que les réponses sont assez surprenantes. Parmi les questions qui ont été posées, quelle est la fréquence de la dépression postnatale? La réponse la plus fréquente, c'est entre 20 et 40%. Donc, ce qui veut dire que 55% des ostéopathes pensent que 20 à 40% des patientes font des dépressions postnatales. On va en discuter tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, la perception est assez juste. Alors après, on a quand même ensuite des chiffres entre 40 et 60%, et là on peut imaginer que c'est une erreur d'interprétation. Hein. Je pense que là, à ce moment-là, il parle du baby blues. Alors, prenez-vous en compte la dimension psychologique lors de vos consultations avec ces parents et leur bébé. Donc là, à une écrasante majorité, ils la prennent en compte. Ça ne mérite pas d'être commenté. Pensez-vous qu'une dépression postnatale chez une mère puisse entraîner des signes physiques chez son bébé? Là, ça commence à devenir plus intéressant puisqu'on commence à parler des problématiques d'interaction. Et là, à nouveau, vous avez 90% des ostéopathes qui pensent que les signes physiques peuvent être en lien avec la dépression postnatale. Pensez-vous que les symptômes physiques chez le bébé puissent être dans certains cas en lien avec des difficultés psychiques? Alors là, on a basculé dans une autre problématique, c'est-à-dire la dépression du bébé. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais la dépression du bébé est une des complications possibles de la dépression de la mère, parmi d'autres. Je pense que M. Gols tout à l'heure va développer un petit peu plus ce sujet, parce que les bébés peuvent réagir de manière extrêmement différente à la dépression de la mère. Et par ailleurs, il faut aussi insister sur le fait que le bébé déprimé est aussi un bébé déprimant, ce qui fait que c'est parfois la dépression du bébé qui va déclencher celle de la mère. Mais vous voyez qu'ici, à nouveau, il y a quand même une prise de conscience tout à fait intéressante de ce problème. Ensuite, où ça commence à devenir un petit peu plus préoccupant,
c'est que l'écoute et la réassurance est la conduite à tenir le plus généralement mise en œuvre dans ce genre de situation pour 86% des ostéopathes interrogés. Donc là, par contre, il y a un petit problème, justement, parce que ça veut dire que la perception d'un risque de dépression postnatale est tout à fait présente quasiment en permanence, mais la réponse qui est donnée n'est pas tout à fait adéquate. Si on replace le problème dans son contexte, c'est-à-dire, comme Marie-Camille le dira tout à l'heure, que les troubles psychiques en postpartum sont la première cause de mortalité chez les mères, eh bien, là on voit tout de suite que l'écoute et la réassurance par un non-professionnel de la psychologie n'est pas du tout la réponse adaptée à cette situation. Avez-vous entendu parler de l'organisation des soins, des réseaux de soins psychiques en périnatalité? 76,4% des ostéopathes n'ont jamais entendu parler de l'organisation des réseaux des soins psychiques en périnatalité. Donc on voit bien que le problème de la question précédente, pourquoi l'écoute et la réassurance et la conduite le plus généralement à tenir? Parce qu'on n'a pas accès au véritable niveau de soins. Alors savez-vous comment interpeller les professionnels des réseaux de soins psychiques? 86% des ostéopathes ignorent comment entrer en relation avec ce réseau. Souhaiteriez-vous des informations complémentaires? Oui, on comprend que oui, à 96,4%. Donc en fait, en résumé, on peut dire que le problème est pris en compte, il est connu, entre guillemets, mais qu'il y a visiblement une problématique dans disons, la reconnaissance de la gravité exacte du risque, en fait. Et pourtant, c'est un risque qui est permanent et qui, de toute façon, sans parler du risque dramatique dont on va parler tout à l'heure avec Marie-Camille, il y a de toute façon une mise en échec des traitements qui est pratiquement constante. Ce qu'on peut dire, après, en tant qu'ostéopathe simplement, c'est que la dépression postnatale, globalement, altère la consultation ostéopathique de la femme en postpartum et du bébé. Et ce, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas inclure ce paramètre à un moment quelconque de la consultation parce que ce paramètre altère tous les niveaux. Depuis la prise de rendez-vous jusqu'aux séquelles ou à long terme, comme on va le voir tout à l'heure, des pathologies. Alors, d'abord, en modifiant l'anamnèse, par sélection des informations, exagération des symptômes somatiques, et ensuite, vous savez qu'il y a une distorsion subjective et objective de la sensation douloureuse. Il y a une étude qui vient de sortir en 2019, là, qui a exploré exactement les réseaux anatomiques qui permettent d'expliquer comment la douleur génère de la dépression et comment la dépression abaisse le seuil de douleur. Donc, les ostéopathes sont en première ligne pour recevoir ce type de patiente. Ensuite, en dramatisant la communication du praticien par distorsion cognitive, ce qui est assez classique, qui va également entraîner une difficulté à suivre les conseils du praticien, modifier l'effet du traitement, la persistance des symptômes étant un effet assez constant de cette situation de dépression postnatale. Personnellement, dans mon activité en périnatalité, je pense que la femme après accouchement est la seule indication systématique de consultation, contrairement à la femme enceinte et contrairement au bébé. Pourquoi? Parce que statistiquement, j'ai rarement vu des femmes après accouchement qui ne présentaient pas des dysfonctions potentiellement délétères. Comme on l'a vu tout à l'heure, le problème c'est que la femme après accouchement, si elle ne se plaint de rien, personne s'en occupe, en gros. Mais la femme, après accouchement, n'est pas un périnée ambulant, en fait. C'est-à-dire que l'alibi de la rééducation du périnée ne doit pas cacher qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir sur ces femmes. Et d'ailleurs, la difficulté de récupération du périnée est souvent, pratiquement toujours, le témoin d'une mauvaise organisation posturale. Pourquoi un périnée ne récupère pas? Parce qu'il est inclus dans un système mécanique et facial qui n'est pas propice. Je voulais juste vous signaler 3 ouvrages que je vous conseille dans ce domaine, qui ne parlent pas que de la dépression, qui parlent aussi beaucoup d'autres choses. Du corps à la pensée de Bernard Goetz, qui est un peu mon livre de chevet, par moment. Et puis celui-ci qui vient de sortir, Le bébé c'est possible, qui est encore tout frais, qui est sorti il y a une quinzaine de jours, qui est un vrai petit caviar
de librairie, hein, très court, très concis, très précis. Et puis celui-ci qu'on aime bien, d'une part parce qu'il y a 2 intervenants d'Ostéonate qui ont eu l'occasion de publier dans ce livre, et puis que par ailleurs c'est un livre qui est une actualisation très performante des données actuelles dans la plupart des domaines qui touchent donc du sensoriel au social, le développement du bébé, de la vie fétale à la marche. C'est un recueil de chapitres qui a été demandé à des gens très spécialisés dans des domaines précis. Voilà, je vais donc passer la parole à Marie-Camille Genet dans les temps. Et là, je suis assez fier. Mais bonsoir à tous. Mon intervention s'intitule « Elle déprime, il déprime, je déprime ». Donc finalement, on est tous à risque de déprimer dans cette thématique, même si cette soirée s'annonce plutôt festive, avec un banquet. Implicitement, on parle beaucoup de la mère. Mais la dépression postnatale touche aussi les pères. Et finalement, la dépression postnatale de la mère touche les bébés. Et peut-être que les dépressions des bébés, certainement, en fait, touchent aussi les parents, et en particulier la mère. Ça s'inscrit dans un contexte d'idéalisation qui a toujours été, d'idéalisation de la grossesse et du postnatal. Le postnatal étant la première année de vie du bébé. Et cette idéalisation, à la fois, est quand même très difficile à contrecarrer. On idéalise encore la naissance humaine et ce qui va avec. Et finalement, c'est une affaire de société que d'arrêter d'idéaliser cette grossesse et ce postpartum. Donc, dans cette idéalisation, qui est aussi la nôtre, parce qu'en devenant parent ou en devenant mère, on cherche aussi à atteindre un moi idéal, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas pu atteindre en tant qu'enfant. Ça, Bernard Cox en parlera. Et donc finalement, dans cette idéalisation, la dépression postnatale, elle est encore sous-diagnostiquée très largement. Et finalement, si elle est sous-diagnostiquée, donc elle est aussi insuffisamment prise en charge et traitée. Et même si elle est cliniquement diagnostiquée, elle n'est pas suffisamment traitée. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc actuellement, il y a un grand mouvement pour créer une alliance française pour soutenir la périnatalité, la psy-périnatalité. Et la première chose que j'ai apprise, moi, finalement, c'était que les troubles psychiatriques représentaient la première cause de mortalité de la mère pendant la grossesse et au cours des 12 premiers mois de la vie de l'enfant. C'est rarement dit comme ça quand même. C'est-à-dire que si c'était une problématique cardiaque, tous les cardiologues se seraient organisés et puis ça ferait beaucoup plus de bruit que finalement les troubles psychiques en périnatalité. Et en fait, cette dépression postnatale, comme Thierry l'a dit, physiquement, somatiquement parlant, elle a des effets à long terme sur la mère, mais aussi sur le bébé. Et notamment, une étude intéressante montre que quand des adolescents font une dépression à 16 ans, il y a une grande continuité entre le bébé et l'adolescent, beaucoup plus qu'on le pense. Eh bien, 100% des mères de ces adolescents avaient fait un épisode dépressif ou étaient dépressives, et 60% de ces mêmes mères avaient fait une dépression pendant la grossesse. Donc là, j'ai repris une diapo intéressante de Alain Grégoire, donc qui a beaucoup œuvré justement à faire en sorte qu'il puisse y avoir une alliance sur la périnatalité en Angleterre et qui aide la France avec tout un tas d'autres organisations à faire la même chose afin de justement soigner les troubles psychiques en périnatalité, notamment la dépression postnatale, mais aussi apporter une offre de soins qui soit ajustée aux besoins, c'est-à-dire que quand il y a une dépression grave, il faut la traiter dans des centres qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire des unités d'hospitalisation soit de jour, ambulatoire, ou d'hospitalisation à temps complet. Et donc, il inscrit effectivement que la dépression est la plus fréquente complication médicale de la maternité. Donc généralement, de façon un peu dans tous les pays, on trouve des scores allant de 10 à 20%, mais souvent autour de 12%. Donc 40% des dépressions vont être reconnues comme telles, 10% vont être traitées de façon adéquate, 10% c'est vraiment rien du tout. Et dans un quart des cas, une femme sur 4, elle va obtenir un traitement, que ce soit rencontrer un psychologue libéral ou éventuellement avoir un traitement médicamenteux. Et donc cette première complication, elle est loin, comme vous le voyez, loin devant toutes les autres complications, à savoir l'hypertension, la prématurité, le diabète, etc. Loin devant. Alors finalement, avant de définir précisément ce que c'est que la dépression postnatale, qu'est-ce qui n'est pas une dépression postnatale? Parce que souvent, on en a une représentation soit un peu faible, c'est-à-dire c'est un gros baby blues, ou c'est un baby blues, ou alors une représentation terrifiante.
Donc, ça n'est pas une psychose aiguë purpurale. Donc, les psychoses aiguës purpurales sont très impressionnantes, mais heureusement, fort heureusement, elles sont plus rares. C'est-à-dire c'est 1 ou 2 naissances sur 3000 naissances. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit au premier plan un délire mélancolique ou maniaque, c'est-à-dire que c'est là où ces femmes s'écartent un peu des représentations typiques, c'est-à-dire que leur discours est très délirant, elles ne sont pas du tout en lien avec la réalité. Et par exemple, elles peuvent être dans le déni total de la naissance de l'enfant dont elles viennent d'accoucher il y a quelques heures ou quelques jours. Elles n'ont aucun antécédent psychiatrique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que ce sont des femmes qui sortent de l'hôpital psychiatrique pour accoucher. Elles n'ont pas d'antécédent psychiatrique et le risque de suicide ou de néonaticide, c'est-à-dire que le bébé soit tué dans ce mouvement délirant, il est maximal. Et puis en plus, il y a aussi un risque de récidive après la grossesse. Donc finalement, la maternité est aussi le plus grand risque finalement que l'on a à décompenser aussi sur un mode psychotique au cours de la vie, la plus grave et avec le plus grand risque létal sur la mère et sur le bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça donne envie, oui, mais je le dis assez souvent, finalement, quand j'ai écrit le chapitre dans le livre, là, une des psychologues expérimentales m'a dit, écoutez, après la lecture de votre premier paragraphe, toute personne normalement constituée n'a plus envie d'avoir d'enfant. Bon, je l'ai pris comme un compliment. Donc au niveau de l'épidémiologie, on distingue 2 types de dépression postnatale, les majeures et les mineures. Donc elles concernent parfois jusqu'à 25% des accouchés, et l'étiologie, c'est-à-dire les causes de cette dépression, finalement, elles sont multifactorielles et elles incluent l'environnement. Et finalement, ce que c'est vraiment qu'une dépression postnatale, c'est souvent massivement méconnu. Et puis, encore une fois, compte tenu de cette idéalisation sociétale, même qui gagne les professionnels, le malaise silencieux des mères est renforcé. Elles ont du mal à en parler, elles se sentent coupables, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, et surtout, ça ne va pas avec les layettes bleues et roses de la maternité et tout le discours idéalisé. Donc au niveau clinique, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a une persistance de la fatigue et des insomnies, parfois d'endormissement ou avec des réveils comme ça au cours de la nuit. Elle présente donc au premier plan un ralentissement psychomoteur, souvent, ou une agitation. Donc, vous voyez que ralentissement psychomoteur et agitation, c'est un peu antinomique. Leur discours est pessimiste, voire très négatif, et puis elles ont un sentiment éventuel d'absence d'aide et d'absence d'espoir par rapport à ce qu'elles vivent. Une grande culpabilité. Et souvent, ça s'accompagne aussi d'une anxiété très importante, avec des moments d'attaque de panique. Donc l'évolution, on dit qu'elle est torpide, c'est-à-dire qu'elle ne s'améliore ni ne s'aggrave spontanément, et elle est prolongée en l'absence de soins. Donc ça ne risque pas d'aller mieux si on ne fait rien. Donc finalement, le tableau typique, c'est intéressant parce que toi, Thierry, tu as parlé de ce chiffre tout à l'heure, il est vers la 6e, 8e semaine de postpartum. Donc on distingue plusieurs tableaux. Le tableau donc, de dépression du péripartum avec un blues sévère prolongé. Il y a plusieurs accès d'ailleurs dépressifs majeurs, soit de type mélancolique avec une tristesse profonde, soit avec une confusion mentale, soit avec une labilité de l'humeur qui peut s'accompagner de moments où les mamans ne se reconnaissent plus dans leur comportement. Et l'agressivité, la colère, les sentiments un peu négatifs peuvent aussi être au premier plan dans leur discours. Puis il y a un état dépressif plus modéré, avec justement des plaintes somatiques et une certaine hypocondrie, ou encore un état dépressif masqué. C'est-à-dire qu'au premier plan, il n'y a pas toute cette dévalorisation, cette tristesse, ou un tout petit peu, mais cette dépression, elle est masquée par l'intensité de l'anxiété et par une irritabilité et une agressivité et l'envie de s'enfuir, l'envie de fuir cette situation. Sans finalement que le fait de fuir fasse qu'elle puisse se sentir mieux, malheureusement. Donc là, intervient la question du dépistage, parce que finalement, les femmes enceintes après accouchement, les femmes après accouchement, elles ne vont pas rencontrer des psys, c'est un pourcentage infime. Elles vont rencontrer des généralistes, des pédiatres ou des sages-femmes, voire éventuellement des ostéopathes, et donc il va falloir savoir adresser. Et finalement, on s'est rendu compte que l'augmentation des symptômes et des plaintes somatiques, c'était une façon de détecter les signes de vulnérabilité et d'adresser précocement pendant la grossesse. D'une part à la psychologue de maternité, normalement
ça fait partie des plans périnataux politiques qu'il y ait des psychologues en maternité. Donc les psychologues en maternité peuvent voir ces mères, peuvent les adresser à des pédopsychiatres qui interviennent si besoin et travailler comme ça en réseau avec les autres professionnels. Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Ça me parle beaucoup, c'est-à-dire que changer, grandir, avoir un enfant, ça parle de renoncement. Et tout renoncement s'accompagne d'une petite flexion dépressive. Donc finalement, avoir un enfant, c'est aussi ça. Et puis, accepter de se remettre en question dans nos pratiques professionnelles, à savoir la dépression postnatale et sous-diagnostiquée, ça nous dit aussi qu'il faut se voir un petit peu déprimé par la situation aussi peut-être actuelle en médecine et en psychiatrie notamment, pour pouvoir changer réellement. Et participer à cette alliance en périnatalité pour lesquelles les sociétés de la RIP, de la WIME et de la Marseille sont vraiment activement en lien aujourd'hui pour répondre aux besoins de soins psychiques conjoints, parents-bébés, et développer une offre graduée et coordonnée pour promouvoir l'égalité dans l'accès aux soins. Voilà, je vous remercie. Alors peut-être pour ajouter un petit détail sur la question précédente sur la difficulté d'adresser. Tout à l'heure, on a parlé de l'anamnèse d'une patiente en postpartum ou d'un bébé. C'est une anamnèse qui dure toute la consultation et parfois qui se termine sur le palier quand elle repart. Il faut être à l'écoute en fait, hein. C'est-à-dire que les informations, on ne les a pas toujours au moment où on pose des questions. Et ensuite, je pense, enfin, moi personnellement, quand je demande à une patiente d'aller consulter un psy, elle y va. Ça c'est sûr. Pas forcément tout de suite, mais alors pourquoi ? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses importantes à faire. Premièrement, l'adresser à quelqu'un, pas lui dire allez voir un psy, et donc à quelqu'un de compétent, si possible. Ensuite, lui dire pourquoi on l'adresse. Ça, c'est la moindre des choses, c'est-à-dire qu'il faut expliquer les signes qui vous amènent à cette proposition. Et ensuite, déculpabiliser la pathologie surtout. Lui faire comprendre que c'est pas de sa faute, vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas d'être puni en allant consulter un psy. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette soirée, parce que c'est pour expliquer aussi la gravité de la pathologie. Si vous êtes conscient du risque de la pathologie, vous êtes beaucoup plus convaincant dans l'orientation du patient. Le professeur Bernard Gols, qui est tout récemment plus le chef de la pédopsychiatrie de Necker, mais qui l'a longtemps été, professeur émérite de pédopsychiatrie. Donc je le remercie à nouveau chaleureusement. Un grand merci. En fait, j'embraye sur la discussion qui vient d'avoir lieu là. C'est plus facile aussi d'adresser, je pense, quelqu'un, une mère déprimée vers un pédopsychiatre ou un psychiatre ou un psychologue, si on lui dit que le point important, c'est le lien. Voilà. Aller adresser chez un psychiatre, c'est pas parce que la mère est folle, c'est pas parce que le bébé est déjà autiste, c'est parce qu'il y a quelque chose au niveau du lien qui risque de se passer difficilement, et qu'il y a des spécialistes du lien dans la petite enfance, et que de ce point de vue-là, c'est intéressant de discuter. Je pense que ça, c'est plus entendable à un certain nombre de femmes. Le pivot de tout ce que je vais vous dire après, c'est la question du lien, justement. C'est pour ça que j'ai rebondi tout de suite sur l'indication. Le développement psychique d'un bébé, c'est en grande partie l'étude de la manière dont il va organiser ses premiers liens avec les personnes qui s'occupent de lui, les adultes, les parents, il y en a le plus souvent, les professionnels, il y en a toujours. Hein. Il y a toujours des professionnels, mais il n'y a pas toujours des parents. Parce que même quand un enfant a des parents, il y a aussi des professionnels dans ces lieux d'accueil. Il faut faire très attention, c'est d'ailleurs dans les questions de comment adresser, hein, de ne pas culpabiliser les mères. Personne n'est responsable de sa dépression, pas plus qu'on est responsable de son inconscient. Si c'était le cas, ça se saurait, ça n'est pas le cas. Et surtout, on n'est jamais dans un modèle linéaire. Dans ce domaine-là, je dis parfois, vraiment, il n'y a pas de donc. On ne peut pas dire la mère est déprimée, donc le bébé va mal. Là, on serait vraiment dans quelque chose de très culpabilisant pour les mamans. Et c'est faux. Il y a des mères déprimées dont le bébé se porte comme un charme.
Et il y a des bébés déprimés dont la mère se porte comme un charme. Donc tout ça n'est pas de cause à effet linéaire. Vraiment, il faut... après, quand on parle vite, on fait quelques raccourcis. Mais vraiment, il faut que vous entendiez tout ce qui se dit ce soir et tout ce que je vais dire dans un modèle polyfactoriel. Bien sûr, c'est sans doute pas une chance pour un bébé de rencontrer une maman déprimée. Ça peut compter dans sa vie. Mais il n'est pas seul avec sa mère. Aucun bébé n'est seul avec sa mère. Il y a toujours des tiers quelque part. Il y a une très ancienne anthropologue dans les années 30, Margaret Mead, qui disait, elle avait étudié surtout les structures familiales en dehors des États-Unis ou de la France, en Afrique noire en particulier. Et elle disait, il faut quand on regarde les différentes structures autour d'un bébé, c'était sa façon de dire les choses, elle disait, à côté de la mère, il y a toujours une autre femme. Alors c'est une métaphore, ça peut être la grand-mère, c'est vrai, mais ça peut être le groupe des femmes dans un village, ça peut être... enfin, il y a chaque groupe socioculturel se crée de ses propres structures, mais en principe, une mère n'est jamais seule avec un bébé. Et d'ailleurs, même si elle était seule avec un bébé, même si elle est en pleine forme, c'est très pathologique. Il y a toujours un système tiers, il n'y a pas de développement psychique possible sans ça. Donc le modèle polyfactoriel minimum, c'est de se dire, si le bébé a l'air de souffrir de ce qui arrive à la maman, c'est que aussi les tiers n'ont pas fonctionné. Et à partir de là, enfin en 2019 en tout cas, dans les études dont on dispose, c'est très difficile de savoir de quoi souffre le bébé. Est-ce qu'il souffre directement de la dépression maternelle, ou de la psychose du père, ou de je ne sais quoi, ou est-ce qu'il souffre aussi, ou est-ce qu'il souffre de l'absence de tiers protecteurs, qui de toute façon sont nécessaires, même si la mère va bien. Pour les dépressions postnatales, ce que je voudrais ajouter, et peut-être vous l'avez dit au moment où j'étais sorti, je ne sais pas, mais ça fait rien, c'est que c'est 10 à 20% après une naissance, mais c'est quasiment 40 à 50% après des jumeaux, et encore plus après des triplés. Donc là aussi, hein, on voit bien comment les journaux idéalisent et magnifient les gens qui ont 6, 7... c'est l'enfer. Ceci dit, même 15 à 20%, après un seul enfant, il y a peu de maladies qui ont une fréquence de 15 à 20%. Hein. Les dépressions maternelles postnatales, à la différence du blues, sont vraiment du côté de la pathologie. Donc c'est une maladie. On s'intéresse toujours aux maladies rares, mais là c'est une maladie fréquente et dont on ne s'occupe sans doute pas suffisamment du point de vue de la santé publique. Et puis alors, le bébé est un incroyable observateur des adultes. C'est ça qui, je trouve, est un petit peu intimidant. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le ressentez, mais quand on est en relation avec un bébé, même après des années de profession dans ce champ-là, je trouve ça une situation très émouvante et impressionnante. Il ne dit rien, mais on a l'impression qu'il observe tout en nous. Nos regards, nos mimiques, est-ce qu'on est comme d'habitude, pas comme d'habitude. On a l'impression qu'il en sait beaucoup sur nous. Puis il ne nous dit rien. Alors, c'est pas notre psychanalyste non plus, mais il y a quelque chose comme ça quand même. C'est assez intimidant. En tout cas, c'est vrai, les bébés observent incroyablement nos faits et gestes. Ils nous observent, mais en même temps, il n'est pas psychiatre non plus. C'est-à-dire qu'il s'en fiche, puis, de savoir si la dépression de sa mère est plutôt névrotique, plutôt psychotique, ou plutôt borderline. C'est pas comme ça qu'il travaille, le bébé. Ça ne veut rien dire. Même si, je le redis, le fait que la mère soit plutôt névrotique, plutôt psychotique ou plutôt borderline, vous avez eu un très bon mot, va colorer différemment sa symptomatologie qu'observe l'enfant. Mais bon, c'est pas son problème de classer sa mère dans des catégories, bien entendu. Donc comment est-ce qu'il va savoir qu'elle ne va pas bien, ou qu'elle ne va plus aussi bien qu'il y a quelques semaines, par exemple. Et pour ça, on a, grâce à quelqu'un qui s'appelait Daniel Stern, qui est mort il y a quelques années, qui était un très très grand psychologue du développement précoce, qui avait une capacité de se mettre dans la peau et le regard des bébés absolument fascinante. Il a décrit ce qu'on appelle l'accordage affectif. Et ça vraiment, je vais vous le décrire un petit peu aussi, parce qu'on ne peut plus penser les bébés sans penser à ça. L'accordage affectif.
qui est très important pour tous les bébés, pas seulement pour ceux dont la maman va mal, qui est très important pour tous les bébés, et qui est un système de signaux et de réponses, quand tout va bien, qui se met en place assez vite et à double sens. Le bébé peut envoyer des signaux, et c'est la mère qui répond. La mère peut envoyer des signaux, et c'est le bébé qui répond. C'est un véritable dialogue. On pense que ça marche aussi avec le père, mais les études ont surtout porté sur l'accordage affectif mère-bébé. C'est très efficace comme tu dis. Et il ne confond pas la mère avec les auxiliaires de crèche ou d'ailleurs. Ça peut être la crainte de la maman. Mais en réalité, les bébés sont des observateurs extrêmement fins du style interactif des personnes qui prennent soin d'eux. Ils ne confondent pas la mère et l'auxiliaire de crèche. Et en plus, il a la capacité de mesurer les petits écarts et de savoir si sa mère, là on y arrive à la dépression, est comme d'habitude ou pas comme d'habitude. Alors là, je m'arrête un instant pour vous expliquer quelque chose. Parce que cette question du comme d'habitude ou pas comme d'habitude, c'est comme ça qu'il va savoir. Encore une fois, c'est pas l'analyse de la personnalité névrotique, psychotique ou borderline de la maman. Ce qui compte pour lui, c'est de savoir si elle est comme d'habitude ou pas comme d'habitude. Et on peut aisément comprendre, c'est plus compliqué que ce que je vais vous dire sans doute, mais qu'une mère déprimée, eh bien, tout d'un coup elle se déprime au bout de 6 semaines, une mère déprimée, ses réponses vont être un petit peu, en tout cas dans les dépressions ralenties, les réponses vont être un petit peu plus douces, plus atténuées, un petit peu plus lentes et un petit peu plus unimodales. Parce que changer de canal de communication, c'est comme un jeu. Il faut être en forme pour jouer. Voilà. Donc une mère déprimée, elle n'est pas joueuse. Donc ses réponses, si elle répond, sont un peu lentes, un petit peu atténuées et un petit peu plus unimodales que d'habitude. Puis si elle est maniaque, au contraire, elle aura des réponses plus fortes, plus rapides et plus transmodales. Et le bébé travaille là-dessus. Des tout petits écarts par rapport à chaque fois qu'il rencontre sa mère, la question, s'il avait des mots, ce serait « est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle n'est pas comme d'habitude ?» C'est-à-dire que le bébé, il observe sa mère. Si les écarts sont tolérables, c'est très bien, c'est la vie. Et si les écarts sont un peu trop importants, si la mère n'est pas suffisamment pareille que d'habitude, si elle est plus déprimée, plus maniaque, plus ceci, la question va être pour le bébé de se dire « est-ce que c'est moi qui la modifie ou est-ce que c'est un tiers qui la modifie ?» Et ça peut, dans certains cas, quand la mère est vraiment gravement déprimée, être un tiers qui devient du coup très redoutable, parce qu'il altère beaucoup la mère par rapport à son fonctionnement habituel. Le premier mécanisme de défense, mais très dangereux, vous allez voir, ce serait de dire, bon, eh bien, je renonce à elle. Un peu comme dans Molière. Dans Molière, il y a une pièce, je dis toujours que je vais aller regarder laquelle, et chaque fois je ne le fais pas, donc je ne sais plus de quel personnage il s'agit, mais il y a une pièce dans laquelle il y a un personnage qui est une femme un peu âgée, enfin, en termes de l'époque, en tout cas qui vieillit, qui a donc moins de charme qu'avant, qui a moins de séduction, qui a moins d'amant. Elle se déprime et Molière met dans sa bouche une phrase incroyable. Il dit elle renonce au monde qui la quitte. C'est beau ça. C'est-à-dire que pour éviter de se déprimer, pour éviter de se sentir lâché, la mère, cette femme par ses amants, le bébé par la mère, au lieu de se sentir lâché, le dernier subterfuge qu'on peut employer, c'est de dire non, c'est moi qui la lâche. Pour rester actif. On souffre toujours un petit peu moins quand on garde la main que quand on subit les choses. Hein. Mais ce renoncement à la mère par un bébé de quelques mois, c'est dramatique, parce qu'un bébé qui est très néotène, très immature, il a absolument besoin de sa mère, et renoncer à sa mère est donc un mécanisme de défense dangereux. Ça veut dire se mettre un petit peu en retrait, et être beaucoup moins en relation avec elle. Peut-être ça lui évitera de se déprimer, mais vous voyez aussi le danger. Hein. Deuxième mécanisme de défense, qui paraît un peu contradictoire, mais qui est très intéressant aussi, c'est que le bébé, face à une mère qui se déprime, et donc qui se dérobe dans la relation avec lui, parce qu'elle est préoccupée par son état personnel, le bébé va fonctionner comme elle, en miroir. Donc c'est très dangereux aussi, parce que là, il se déprime du coup. Hein. Et pourquoi ça? Parce que c'est aussi un mécanisme de défense qu'on aura toute la vie, c'est que quand on ne peut plus avoir quelqu'un dans la relation avec nous, la dernière chose qu'on peut faire,
pour s'en souvenir, pour garder cette personne dans la tête, c'est d'être comme elle. Et puis le troisième mécanisme, enfin je pense à le quatrième qui est un peu plus compliqué, mais le troisième mécanisme qui est très intéressant aussi, c'est de se dire que le bébé, alors peut-être pas tout de suite, mais quelques temps plus tard, quand il va reconstruire tout ça, il va se demander qui a modifié la mère à ce moment-là. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est un tiers qui est intervenu et qui l'a transformé, hein? Et les transformations de la mère, avant même de travailler sur la question de l'absence ou de la présence, les transformations de la mère, la dépression maternelle qui transforme la mère est vraiment un problème pour les enfants. Voilà, alors écoutez, je vais peut-être m'approcher quand même de la fin pour dire deux choses. La première, c'est que le traitement, je dirais que vraiment le patient, c'est le lien. Mais pour soigner le lien, il faut quand même s'occuper du bébé et de la maman. D'autre part, il me semble que aussi déprimée que soit la mère, on n'a jamais intérêt à séparer la mère et le bébé, mais pour les avoir ensemble et travailler justement sur le lien. Alors il y a des structures programmes qui existent pour accueillir et la mère et le bébé, et travailler cette question du lien, mais de toute façon, c'est ça dessus que je voulais insister pour finir, pour le traitement, c'est qu'on doit se poser la question de qui on soigne. Est-ce qu'on soigne la mère en tant que mère ou la mère en tant que femme? Et ça, c'est une vraie question parce que, je vous ai dit, la période périnatale, elle n'est pas coupée de tout le reste de la vie qui a eu lieu. La mère, elle a été une femme, une jeune fille, une adolescente, une femme avant d'être une mère. Et dans certains cas, si on veut coûte que coûte soigner la mère et l'enfant, ça veut dire qu'on n'écoute que la mère. Et quand une mère est déprimée, son enfant peut lui sembler un peu persécuteur, trop difficile, j'y arrive pas, je sais pas faire, vous l'avez très bien dit, je me sens coupable de ne pas être heureuse, et honteuse de ne pas savoir faire, et puis je me sens honteuse d'être coupable, et coupable d'être honteuse. Enfin, ça peut tourner comme ça très fortement. Si on ne s'occupe que de la mère et du bébé ensemble, on la confronte à son persécuteur. Alors parfois il faut, mais dans ces cas-là, il faut aussi pouvoir ménager des espaces pour la mère seule, pour l'écouter pas seulement comme une mère, mais aussi comme une femme. C'est une dimension que je voulais pointer. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie. Je voudrais simplement revenir sur ce que je disais au tout début, là, sur l'attitude à adopter pour les ostéopathes par rapport à ces pathologies. Vous vous souvenez le pourcentage d'ostéopathes qui disaient que dans une première instance, ils allaient s'occuper de parler ou d'écouter. On voyait que parler ou écouter, c'est quand même un métier et que on comprend bien qu'il y a des subtilités, des nuances par rapport à tous ces éléments qui ne peuvent pas être traités uniquement par des gens qui sont prêts à écouter et qui ont une oreille quelquefois très attentive, mais ça ne suffit pas. Il y a quand même aussi de la technique, il y a des décisions à prendre. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à la prochaine soirée.